Bonjour, bienvenue dans le podcast On jase à livre ouvert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Robillard. Catherine, comment vas-tu? Ça va vraiment très bien. Je suis tellement contente de l'invitation. Merci. Ça me fait plaisir. Puis on voit qu'il fait soleil chez vous et tu es toute lumineuse. Alors, Catherine, comme je t'expliquais en pré-entrevue, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire derrière le livre. Mais avant, j'aimerais ça que tu me parles quand même du livre, hein, de ta présence. Donc, le 13 février 2024, tu as publié un livre. Je te laisse nous en parler. Oui, voilà. C'est très subtil. En fait, Oui. ce que j'ai voulu faire au-delà d'un livre, c'est un guide pratique pour les entrepreneurs. Je suis une grande passionnée d'entrepreneuriat. Je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de bibles de référence pour l'entrepreneur de toutes sortes, hein. Pignon sur rue, entrepreneur en ligne, en démarrage, en croissance. Je voulais vraiment créer une bible unique. Donc, c'est un peu ça le concept, un guide pratique pour entrepreneurs. Qui OK. s'appelle Le Puis, backstage de l'entrepreneuriat. Hein? Je pense que ça vaut la peine de dire le titre. oui, qu'on peut trouver sur Amazon. On va mettre tout le lien en dessous de la vidéo sans problème par la suite. Dis-moi, pour écrire un livre sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu viens de ce milieu-là? C'est quoi ton histoire, disons, professionnelle, là? Oui, Ton parcours absolument. Ben, professionnel? moi, j'ai travaillé longtemps dans plein de postes. Je dis souvent que j'ai butiné à l'interne dans plusieurs titres, dans plusieurs postes, pour me rendre compte que finalement, c'est la gestion qui m'intéressait. Je suis allée étudier en gestion d'entreprise au HEC, j'ai étudié aussi en administration. Pour me rendre compte, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'intéressait. J'ai vécu une première expérience avec un pignon sur rue, avec en fait, un commerce pignon sur rue, une équipe de 9 personnes, etc. C'est un premier projet d'entreprise qui s'est résolu en faillite commerciale. J'en parle vraiment très ouvertement parce que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Mhm. Et suite à ça, en tout cas, il y a toute une histoire là, qui explique la suite, mais en résumé, j'ai commencé à en fait accompagner des entrepreneurs suite à cette aventure-là. Et tranquillement, ma posture s'est développée comme bras droit stratégique. Dans les dernières années, là, j'accompagne des entrepreneurs dans la planification stratégique pour concrétiser leurs ambitions. Et voilà, c'est tout ça qui m'a amené graduellement à porter l'oreille à ce qui se passe vraiment dans les coulisses, en arrière de la scène entrepreneuriale. Et c'est là que le backstage de l'entrepreneuriat est né, parce que j'entendais toujours les mêmes besoins des entrepreneurs, qu'ils soient en démarrage, en croissance, qu'ils soient en reprenariat, qu'ils soient des vedettes ou des gens vraiment pas connus. C'était tout le temps les mêmes sujets qui revenaient. Fait que c'est ce que j'ai voulu mettre en lumière dans le livre. Qu'est-ce qui te passionne dans l'entrepreneuriat, contrairement à... Parce que tu as été salarié avant, de ce que je comprends, si tu as été dans plusieurs postes. Qu'est-ce qui t'attire dans l'entrepreneuriat? Ah mon Dieu, l'entrepreneuriat, à la base, c'est quelque chose de très intime, très personnel pour moi, c'est que ça me fait sentir en vie. Alors, rien de Mm. moins. L'entrepreneuriat me fait sentir en vie. Ça me permet d'être en constante évolution. Et en fait, ça requiert que je sois en constante évolution. C'est ce que je trouve beau de l'entrepreneuriat. Et je suis entourée de gens qui ont ce même désir que de concrétiser justement des ambitions, des aspirations, de vouloir un peu changer le monde à notre façon. Ça m'inspire tellement, ça me garde dans une super belle énergie. Puis ben c'est ça, c'est ça, c'est ma passion. Donc ça me donne du gaz, comme on dit, à tous les jours. Ouais. T'en parles avec passion, alors je n'ai pas de doute là-dessus. Dis-moi, j'ai reçu plusieurs femmes auteurs qui ont parlé de leur livre. Toi, c'est un guide. Souvent, quand c'est un livre plus d'introspection ou autobiographie, souvent c'est une transformation additionnelle, mais corrige-moi si je me trompe, ton voyage d'écriture, est-ce que ça s'est passé comme tu le prévoyais ou comme tu le fantasmais quand tu as décidé d'écrire versus la réalité? J'aimerais ça que tu m'en parles. Et là là, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Premièrement, il n'y avait aucun fantasme à la base. J'ai jamais vraiment voulu écrire un livre. Vraiment, c'est un accident. Donc, ça, c'est la première partie qui vaut la peine d'être contée. Puis la deuxième partie, j'y arriverai. Mais la première partie, ce qui est vraiment drôle, c'est que j'animais un groupe d'entrepreneurs, justement, qui nommaient leurs ambitions.
Et 75% du groupe nommait qu'un jour, il voulait écrire un livre. Fait que je trouvais ça assez particulier là, que dans ce groupe-là, tout le monde voulait écrire un livre ou presque. Puis, il y a quelqu'un, j'étais l'animatrice, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé, et toi, Catherine, c'est quoi tes ambitions? Puis là, tout de suite, ça a fait comme, ben moi, j'ai pas l'ambition d'écrire un livre. Puis là, je m'en allais dire, pardon, je m'en allais dire c'était quoi mes projets. Puis la personne, elle me dit, oui, mais si tu avais à le faire, tu le ferais comment? Et Mm. ça a été une phrase clé qui me sert, mais alors là, qui me sert continuellement dans le reste de ma vie. Mais quand même, à ce moment-là, ça a été extrêmement pertinent parce que si j'avais à le faire, donc écrire un livre, comment je le ferais? Alors tout de suite, j'ai dit, ben c'est sûr que ce ne serait pas un roman, ça serait un guide pratique. C'est sûr que ça s'adresserait aux entrepreneurs. C'est sûr que ça serait divisé en sections. Ça serait extrêmement rapide et synthétisé parce que les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps de lire. Puis j'ai tout mis mes sujets. Écoute, ça a sorti là, dans 10 minutes. Là, j'ai tout sorti ça. Et là, j'ai réalisé que j'étais en train d'écrire un livre sans même le savoir. Donc, oui, le livre il est comme né comme ça. Donc, il n'y a pas eu nécessairement de fantasme de comment ça allait se faire. Euh, Ça, c'est la première partie, qui est quand même drôle. Mais la deuxième partie, c'est que, bien évidemment, je me suis jamais reconnu un talent pour l'écriture. Donc, pour moi, ça a Mm. été extrêmement difficile. Juste le fait de devoir donner des détails, d'expliquer des choses. Moi, je lui ai donné du contenu pif paf pouf, très rapide. Je suis vraiment meilleure à l'oral qu'à l'écrit. Puis quand on m'a fait une première relecture à mon premier groupe bêta-test, là, je les salue, ils m'ont dit, Oh my God, tu sautes ben trop du coq à l'âne, on a besoin de plus d'exemples, plus de liens, tu vas trop vite. Donc, ça a Ouais. été, ça a pris 2 ans à mettre de la viande autour de l'os. L'os, ça a été extrêmement rapide à mettre en Ouais. place, mais la viande autour de l'os, ça a été extrêmement difficile. Donc, en gros, c'est comment je pourrais expliquer un peu le parcours du livre. Mais je vais juste faire un petit clin d'œil aussi rapide sur le fait que dans le milieu du livre, j'ai fait une petite entracte avec un peu, où je raconte un peu mon histoire aussi. Donc, il y a quand OK. même un élément très personnel dans le livre où j'ai dû faire un peu de cheminement aussi pour accepter de raconter certaines choses et aussi accepter de couper dans certaines choses. Mhm. Donc, oui, c'est tout une aventure, ce livre-là, là, vraiment. Puis, est-ce que tu racontes ta faillite personnelle ou tu racontes d'autres choses plus personnelles? Les deux, oui, oui. Je raconte un peu OK. ce qui m'a bouleversée un peu dans ma vie, ce qui a fait que l'entrepreneuriat me fait sentir en vie, c'est qu'avant l'entrepreneuriat, je ne me sentais pas en vie, justement. Hmm. Donc, je parle un petit peu plus, je dévoile un peu plus de cet aspect-là de moi, de mon expérience de vie aussi. Et effectivement, je raconte l'histoire de la faillite parce que c'est tellement important pour moi, là. Tous les jours, on entend des histoires de démarrage d'entreprise, mais on Mhm. n'entend pas les histoires de fermeture. Et une fermeture d'entreprise, c'est pas nécessairement une histoire d'horreur, là. Une fermeture d'entreprise, c'est souvent une célébration de Wow, tu as essayé ça, voici tout ce que tu as mis en place. Puis au bout du Ouais. compte, le choix de fermer une entreprise, c'est pas nécessairement une faillite non plus. Donc, il y a Hmm. tellement de choses qui sont pas dites là-dedans. Mais moi, j'ai dû fermer l'entreprise. C'était une faillite commerciale et j'en parle pour qu'on puisse, tu sais, un peu détaboutiser Ouais. le fait que tous les jours, il y a des entreprises qui ferment et qu'on n'en parle pas suffisamment. J'ai envie de te demander, est où la ligne entre, tu sais, parce que des fois, on a comme l'acharnement à vouloir que ça fonctionne et le constat de, écoute, ça marchera pas, là. Tu sais, est-ce qu'elle est purement financière ou comment tu la décrirais, toi? Ce, Oui, ce- bien, ce- la question de la persévérance versus l'acharnement, elle revient fréquemment en entrepreneuriat, là. Là, je ne mets Mhm. même pas le contexte de l'ouverture, de la fermeture d'entreprise, là. Puis je pense que c'est important de dire que oui, ça prend de la persévérance en entrepreneuriat. Mais la différence avec l'acharnement, c'est que l'acharnement, c'est on maintient un certain rythme et une certaine cadence dans une direction sans avoir de résultat.
et en perdant nos énergies et nos stimulations. Ça, c'est de Ouais. l'acharnement. Euh, la persévérance, c'est qu'on, oui, on maintient des actions dans une direction, mais on va apprendre d'une fois à l'autre dans ce qu'on essaie. On va aller chercher de l'aide extérieure, des regards extérieurs dans ce qu'on met en place pour bonifier, pour faire changer les choses. Donc, pour moi, la persévérance, c'est de continuer en faisant puis en essayant des choses différemment, toujours dans la même Ouais. direction. C'est ça la différence avec l'acharnement. Et donc, si on met ça dans le cadre d'une entreprise qui risque de fermer, c'est un peu le même contexte. On va Mhm. s'acharner si on continue de faire les choses de la même façon. Si on va chercher de Ouais. l'aide, un regard extérieur, puis de l'expertise au niveau fiscal, puis qu'on apprend, puis qu'on essaie des choses, euh, à ce moment-là, c'est beau, c'est de la persévérance. Mais après Ouais. ça, effectivement, il y a une question de chiffres. Quand on fait des bonnes prévisions financières et qu'on voit qu'à court, moyen et long terme, il n'y a rien qui va améliorer le sort et la situation, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence aussi qu'on a une décision à prendre. Et décider de fermer son entreprise parce qu'il n'y a plus d'argent dans le compte de banque et qu'il n'y a plus de solution possible, ce n'est pas un échec. Ouais. C'est une réussite. Parce que ça prend un travail colossal pour arriver à cette décision-là. Et ça, ce n'est pas assez reconnu, selon moi. Et le avant aussi est colossal. Toute l'énergie, puis toute la synergie qui a dû être mise en place pour bâtir l'entreprise, elle ne s'efface pas. Tous les Non. énergies et les efforts ne s'effacent pas quand l'entreprise ferme. Et encore une fois, je trouve que ça, c'est pas assez reconnu non plus. Toi, là, c'est quoi ton plus grand apprentissage dans ta faillite personnelle à toi, propre à toi? Oui, ben d'emblée, je dis c'est la découverte de ma passion pour l'entrepreneuriat parce que j'aurais jamais pu découvrir euh, à quel point ça me stimule et à quel point je tiens à ce que tous ceux qui ont un rêve d'entrepreneuriat puissent y goûter. Euh, Ça a été le plus gros apprentissage, c'est que justement, c'était pas un échec, que c'était Ouais. fantastique, que c'est possible de concrétiser ses ambitions. Je vais Hmm. répéter. C'est beau. Oui. C'est Oui. possible de concrétiser ses ambitions. Ce mot-là, ambition, fait tellement peur à tellement de monde, mais on a toute une ambition, on a toutes des aspirations à l'intérieur de nous et on a toutes des raisons de ne pas vouloir les faire. Ouais. Ouais. Et Ouais. on peut toutes les mettre en place. Peu importe la grandeur de l'ambition, il y a moyen, il y a des gens qui sont là, euh, il y a des choses qu'on peut mettre en place, il y a du travail sur soi qu'on peut faire, il y a tellement de choses qui peuvent nous permettre d'aller toucher à nos rêves, aussi grands, aussi gros qu'ils peuvent être. Moi, l'entrepreneuriat, c'est ça que ça m'apprend en fait. Et cette première expérience d'entreprise-là, moi aussi, a pris ça parce qu'il faut savoir que j'avais aucune expérience en démarrage d'entreprise. J'étais tout seul dans un projet d'un demi-million de dollars et tout le monde me disait que ça n'allait pas fonctionner. Par contre, j'ai fait mes devoirs. J'ai fait la preuve pourquoi ça allait fonctionner. Et là, vous Hmm. allez me dire, ouais, mais non, ça n'a pas marché finalement. Ah ah! Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il est arrivé la vie entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on, même quand on fait nos devoirs, on est toujours à risque. Moi, j'ai eu un Mhm. compétiteur qui est venu s'installer à 1 kilomètre porte à porte dans une ville où on ne pouvait pas être deux. J'ai mis des Ouais. choses en place par la suite. Ce n'était pas suffisant. Mais j'ai travaillé fort, j'avais fait mes devoirs, j'avais fait mes scénarios prévisionnels. Tout tenait la route jusqu'à ce que le compétiteur arrive. Est-ce que je lui en veux? Non, parce que ça fait partie de la game entrepreneuriale. Hein? Fait que oui, Ouais. je pourrais répondre longuement à ta question, mais tu peux percevoir que pour moi, il n'y a aucune façon que je puisse percevoir tout ça comme un échec. Mm. Non. Ben, c'est toujours des apprentissages, hein. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, les gens ont le droit d'apprendre ou pas apprendre. Il y en a qui font les mêmes erreurs over and over, mais Ouais. quand on a de la conscience puis qu'on fait de l'introspection, on est capable de voir que c'est un apprentissage. J'ai envie de te Absolument. demander, quelqu'un qui débute, quel conseil tu aurais le goût d'y donner maintenant avec ton expérience puis ton livre? Assurément de s'entourer. OK. Assurément, à tout vouloir faire tout seul dans son coin, c'est clair qu'on frappe un mur. Clair, clair, clair. S'entourer de mentors, de coachs, de stratèges, d'alliés, d'amis entrepreneurs, d'un écosystème soutenant. Il y a toutes sortes de façons de s'entourer, mais il faut ouvrir ses œillères. Il faut aller voir autour de soi qui est là pour nous. Puis s'il n'y a personne, aller chercher dans les groupes de support entrepreneurial.
C'est tellement important. Le regard extérieur que ces gens-là peuvent nous donner sur ce qu'on est en train de vivre, de faire, de mettre en place, a pas de prix. Mhm. Le support, le soutien est absolument nécessaire aussi. L'entrepreneuriat, c'est un métier à haut niveau d'exigence. C'est pas vrai qu'on peut tout faire tout seul, sans support et sans regard extérieur. Merci. Qu'est-ce que ce livre-là a changé maintenant qu'il est au monde? Qu'est-ce que ça a Hmm. changé dans ta vie? Ben, encore une fois, je vais reparler des ambitions. Ça a été extrêmement difficile, vraiment pour moi, de pondre ce projet-là. J'ai été chercher de l'aide, justement, comme je mentionne. J'étais allée chercher des gens pour qui c'était l'expertise de m'aider à m'amener au bout de ce projet-là. Donc, je pense que ce que ça m'a apporté le plus, c'est encore solidifier ma conviction sur le fait que tout le monde peut concrétiser ses ambitions. Super important de savoir pourquoi on veut le faire, puis en quoi c'est Ouais. important pour nous. Puis après ça, ben, il y a des solutions. Après ça, je pense que ça commence par ça. Euh, donc, effectivement, c'est ça que ça m'a amené à solidifier ma conviction dans le fait que tout le monde peut concrétiser ses ambitions. Ouais. Puis tu parles du pourquoi. Le pourquoi, il est souvent un élément très important à revenir quand ça va un peu moins bien, hein? Parce que c'est rare que quand on a un rêve qu'on concrétise, c'est une pente ascendante, puis tout va bien, tout est beau tout le temps. Des fois, il y a des enjeux ou des choses qu'on n'avait pas vues, puis c'est souvent de se ramener à notre pourquoi qui fait qu'on va continuer la route, parce que des fois, ça pourrait être facile d'abandonner au premier enjeu, au premier obstacle. Absolument. Puis si je peux faire du pouce là-dessus, Ouais. le pourquoi, pour moi, c'est pas qu'on le trouve une fois puis qu'on y revient une fois de temps en temps. Ouais. Il est évolutif, ce pourquoi-là, parce que nous, comme humains, on évolue aussi. Donc, c'est important d'aller le revisiter. Moi, j'appelle ça le revisiter, puis que dans un parcours entrepreneurial, c'est normal d'avoir des boucles dans lesquelles on se remet en question. Donc, c'est des boucles dans lesquelles on se met à ralentir un peu et avoir une espèce d'impression de recul pour se questionner pour la suite, pour reprendre un élan vers la suite du développement de l'entreprise. Et dans cette boucle-là de remise en question, je trouve que c'est là qu'il faut vraiment venir revisiter le pourquoi. Moi, j'appelle ça le sens, dans le sens de la signification que l'on donne à tout notre temps et notre énergie qu'on met dans nos entreprises. Super important d'aller creuser oui, le pourquoi, mais en dessous du pourquoi, il y a souvent une signification très intime à Ouais. pourquoi ça spécifiquement dans ce qu'on fait. Oui, puis je suis contente que tu ailles là parce que j'allais te poser la question, la manière que tu le décris, le parcours d'un entrepreneur, c'est aussi un parcours de cheminement de croissance personnelle. Je pense qu'un ne va pas sans l'autre, hein? Parce que si tu ne te remets pas en question, puis en tout cas, moi, souvent, je vais dire que la valeur de l'argent va beaucoup avec la valeur à laquelle on se porte, avec l'estime. Souvent en coaching, tu sais, les gens qui ont plus de difficultés avec l'argent, on va souvent aller voir l'estime qui est derrière. Donc, toi, tu vois ça comment? Tu t'en fréquentes des entrepreneurs? Est-ce Oui. que le succès d'un entrepreneur qui fait aucunement une croissance personnelle versus une personne qui a cette capacité-là à se remettre en question, de faire les mêmes chemins, est-ce que tu vois la différence? Absolument. Ben, ce que je dis en fait, c'est que premièrement, Ouais. l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de développement personnel. Donc, c'est-à-dire que si tu as un grand, grand, grand succès en affaires, puis que tu n'as jamais fait de cheminement plus personnel, il y aura toujours une croisée des chemins, pour ne pas dire un mur. Hmm. Il y a toujours un endroit où, à un moment donné, tu n'as pas le droit de te questionner sur est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je m'en vais au bon Hmm. endroit? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de vide intérieur-là alors que je viens de tripler mon chiffre d'affaires? Et ça Hmm. revient souvent. Il y a toujours un moment donné, peu importe le succès que tu peux avoir, où le spotlight se revire sur toi intérieurement et que tu as des questions importantes à répondre par la suite. L'entreprise n'ira jamais aussi loin que l'entrepreneur derrière est prêt à aller. Donc, quand l'entreprise fait un bond fulgurant en avant, à un moment donné, l'entrepreneur, il y a comme une résistance et il y a comme une obligation de mise à jour intérieure. Et ça a l'air des belles paroles très théoriques, mais je peux vous dire que sur le terrain, c'est vraiment comme ça que ça se passe. J'ai entendu des gens avoir des succès fulgurants et il y en a qui vont dire s'auto-saboter, mais bon, que ce soit de l'auto-sabotage ou pas, une espèce, c'est ça, d'un sentiment de vide intérieur parce que le questionnement n'a pas été fait à la base de pourquoi je suis en train d'amener mon entreprise à ce niveau-là.
Pourquoi je suis en train de développer une équipe? Pourquoi je suis en train de doubler mon chiffre d'affaires? C'est important de savoir en quoi ça nous nourrit. Parce Oui, qu'après ça, on met beaucoup de temps et d'efforts dans une direction, on atteint les résultats, puis on se questionne quand même, hein, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire pour me sentir comblée? C'est assez terrible, oui, là. Ouais. oui. Ben, c'est sûr qu'à la base, si c'était purement financier, le désir d'être entrepreneur, ben, il arrive un temps où, comme tu dis, il y a un vide à combler qui se comble pas. Si c'est une passion, si, comme toi, j'ai l'impression que là, tu aides les gens, tu as une passion, tu as un vécu, ben, ce vide-là, il risque moins d'être présent parce qu'il y a un sens, comme tu dis, qui est beaucoup plus humain que juste l'argent attaché. Quand c'est juste pour l'argent, je pense qu'effectivement, à un moment donné, il peut y avoir un reality check, comme on dit en français. Oui, puis là, ben, tu sais, je veux mettre un peu de bémol un peu sur tout ça. Là, je parle d'un entrepreneur, exemple, un entrepreneur qui a peut-être des visées un petit peu plus, effectivement, au niveau de l'argent, des objectifs financiers Oui, élevés, peut-être un sens moins défini, mais qui est bien drivé par le fait d'atteindre oui, des chiffres financiers, par exemple. Euh, Ce qui arrive, c'est que ça va fonctionner, là. Je ne dis pas que c'est pas possible de fonctionner en affaires sans faire de développement personnel. Je ne dis pas que c'est pas possible. C'est juste que après les années répétées, ce que je vois, c'est qu'il y a un essoufflement. À un moment donné, oui, l'entrepreneur a l'impression de s'éparpiller, est essoufflé. Il peut être super satisfait de ses chiffres d'affaires, mais à un moment donné, il y a un sentiment de vide, je le répète, je le vois continuellement. Ça peut prendre 5 oui, ans, 10 ans, 15 ans, là, avant que le wake-up call se fasse, mais ça se fait éventuellement. Et c'est ça qui est malheureux. Moi, j'aime mieux préparer les entrepreneurs qui sont en démarrage ou en croissance ou 10-15 ans en arrière de la cravate. C'est quand même important de faire ce travail-là, d'aller déterminer la signification qu'on a envers nos mhm, entreprises, mais surtout la fameuse destination, le fameux sentiment d'accomplissement et de contribution qu'on veut léguer. Super important oui. de venir le définir aussi. Je trouve que ça change le quotidien complètement. L'entrepreneuriat, c'est assez exigeant comme ça, comme je disais tantôt. Je pense qu'il faut mettre les chances de son bord aussi en se mettant dans la bonne place qui est motivante et énergisante pour nous, hein. Ouais. Fascinant, fascinant. Je te laisse prendre une gorgée d'eau parce que tu as parlé de. Puis c'est bien correct, on est authentique, puis on boit de l'eau, nous autres, on est de même. Alors, sur Amazon, euh, en terminant, j'ai le goût de te poser une question parce que tantôt, tu as comme dit, je voulais répondre que j'avais plein de projets, puis finalement, ils m'ont dit si tu avais un livre à écrire, qu'est-ce que tu écrirais? Moi, j'ai envie de te poser l'autre question. Quels sont tes futurs projets? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? En Oui. lien ou pas avec ce beau livre-là? Oui, ben oui, c'est ça. L'avenir nous le dira. Tu sais, je pense que c'est important de nommer que la planification stratégique pour moi, parce que c'est de ça qu'on parle, là, quand tu me projettes en Oui, avant là, dans mes projets. Tu sais, la planification stratégique, souvent les gens ont un petit peu peur de ça parce qu'ils ont l'impression que c'est de tout planifier d'avance, mettre ça dans des cases, puis qu'il faut suivre ça, là. oui, Pas du tout. Là, pour moi, une planification stratégique, c'est vraiment de mettre un cadre réfléchi, mais à travers lequel on peut se laisser aller dans nos intuitions, dans les opportunités qui se présentent, mais au moins avec un cadre défini. Parce que sinon, c'est ça, c'est qu'on part en silo d'un bord puis de l'autre, puis c'est là où on est à risque de s'éparpiller, de s'épuiser. Alors, dans mon cadre, il me reste encore de la place à avoir des opportunités puis à aller essayer des nouvelles choses. Ce que je tiens ardemment à faire, c'est quand même de pouvoir contribuer au niveau de l'entrepreneuriat au Québec. C'est important pour moi de voir comment est-ce qu'on peut créer une voie unique où les gens sont capables d'aller chercher des réponses, du support, du soutien. Il y a beaucoup d'organismes et d'initiatives privées, disons-le comme ça, qui offre des parcelles de ce que je viens de nommer, mais un guichet unique, là, il n'en existe pas encore. Et je suis en train de réfléchir beaucoup, j'en parle, j'analyse, je butine encore une fois dans plein de choses pour voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Ce que je veux, c'est que les entrepreneurs ne s'essoufflent pas, qu'ils puissent être en affaires de façon saine et pérenne, pour qu'ils puissent contribuer à leur façon à la société. Parce que, tu sais, dans le fond, moi, là, ce que je veux, c'est que la société évolue. oui. Donc, l'entrepreneuriat me fait évoluer moi. J'aimerais donc bien ça que les entrepreneurs puissent contribuer à faire évoluer la société. Pour ça, ben, ça prend justement une facilité d'accès à comprendre tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir y arriver. Euh, Mhm. Minimalement, bien humblement, j'ai rassemblé dans le livre tout ce que j'entendais qui était nécessaire, euh, mais encore. Alors, je cherche
à trouver des collaborateurs principaux, puis à joindre des initiatives qui sont beaucoup plus grandes que moi pour pouvoir venir créer cette voie unique-là au Québec. Donc, voilà, en temps et lieu, on met les choses en place. Bravo. On reste ouvert. Bravo. Hey, c'était fort intéressant. Merci énormément. Ça donne le goût de te connaître plus, de lire le livre. Je vais mettre tous les liens. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose en terminant? Beaucoup de choses, mais je veux juste prendre le temps de dire que sur le backstage.ca, au-delà d'aller se procurer le livre, il y a aussi un outil de travail qui est disponible. Donc, dans OK. le fond, si vous n'avez pas les moyens actuellement de vous payer un coach ou quelqu'un pour vous accompagner, vous avez le guide pratique qui peut vous servir à toutes les stades de votre développement d'entreprise. Puis vous avez un cahier aussi, c'est gratuit, là, vous pouvez aller le télécharger sur le backstage.ca. Et il y a une tonne d'outils aussi que j'ai déposés gratuitement. Je n'ai pas comme l'aspiration que le backstage devienne la fameuse voie unique dont je parlais, mais bien humblement, à ma façon, c'est ce que j'ai voulu rendre disponible. Puis pour toute personne qui aurait besoin d'un regard extérieur sur ce qu'ils vivaient présentement avec leur entreprise, puis qui voulait se faire un plan de match pour la suite, bien, c'est sûr que ça me ferait plaisir comme bras droit stratégique du développement de l'entreprise. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir être à contribution dans les univers et les ambitions des entrepreneurs. Merci infiniment. Alors, je te laisse aller comme ça. Catherine, vous pouvez la retrouver sur backstage.ca. C'est ça Le que tu as dit? backstage.ca. Le backstage.ca, je mettrai tous les liens. Merci infiniment. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mon site web www.veroniquevigneault.com et je vous souhaite une merveilleuse fin de journée.